Je vais vous retirer à la fin de la saison 1975. Ce n'est pas le succès ou l'échec qui me font courir. Je fais de la compétition automobile parce que j'aime ça, et je continuerai tant que ça me plaira. Le fait d'être ou de ne pas être champion du monde ne change rien. J'étais à un stade où je sentais que j'allais mourir. Vous le réalisez très bien si votre tête fonctionne normalement. Et j'avais le sentiment que la mort était tout près. La seule chose était que je ne voulais pas mourir, parce qu'à ce moment précis, j'ai eu peur de la mort. Il me fallait alors réagir, faire quelque chose pour éviter de mourir. Et sachant que seul le traitement médical pouvait m'aider, la solution logique pour moi était de m'en remettre totalement aux avis des médecins en me persuadant qu'ils me sauveraient. Vous repensez parfois à cet accident? Bien sûr, lorsque vous vivez une expérience pareille, vous ne l'oubliez pas. Peut-être n'avez-vous plus envie d'en parler. Non, même pas. C'est du passé, mais ça ne me gêne pas d'en parler. 6 semaines plus tard, vous reprenez le volant à Monza et vous connaissez alors une sensation de peur presque paralysante en première vitesse à 60 km/h sur piste mouillée. Oui, c'est vrai. Je n'arrivais pas à conduire parce que j'avais peur. L'accident faisait à ce moment-là tellement partie de moi que pendant les premiers essais, j'ai été incapable de faire correctement les gestes les plus élémentaires. Pourquoi ce retour si tôt après l'accident? Pour relever un défi contre vous-même? Non, je m'estimais physiquement en forme. Alors pourquoi attendre? Je pensais aussi qu'un accident ne devait pas constituer une raison suffisante pour tout arrêter. Je sais que la compétition automobile est un métier dangereux. Il serait stupide de vouloir l'ignorer. Il suffit de l'assumer, si l'on en est capable. Qu'est-ce qui vous a poussé à revenir? Aviez-vous vraiment des problèmes financiers? Non, pas du tout. Une motivation purement financière ne vous permet pas de réussir. Parce que ce n'est pas l'argent qui vous fait aller vite. Il faut aimer ce sport et être capable de le faire comme il faut. L'argent n'est pas une vraie motivation, en tout cas pas pour moi. Je voulais voir si un ancien pilote qui revient à la compétition peut gagner à nouveau. Parce que ce n'est pas facile, vous passez 2 années à piloter des avions et vous vous retrouvez dans une Formule 1. C'est vraiment ça ma motivation. Savoir si je peux reprendre ce métier après avoir fait autre chose, vu le monde d'un autre œil, faire à nouveau du bon travail physiquement et mentalement, en n'ayant plus un cerveau à sens unique. Ce fabuleux contrat dont on a tant parlé vous a tout de même aidé à prendre votre décision. Je dirais que mon contrat n'est ni fabuleux ni fantastique. C'est certainement un bon contrat, je ne vais pas me plaindre, mais je suis un professionnel. Non, je vous le répète, l'argent n'apporte pas la motivation qui vous fait rouler très vite. Parce que lorsque vous devez négocier une courbe à 300 km/h, vous ne pouvez y arriver que parce que vous vous sentez bien et que ça vous plaît. Si vous aimez ce sport, si vous aimez piloter, vous roulerez à 300 à l'heure. Mais si votre motivation est que votre femme vous demande de courir, ou que l'argent vous dit de courir, ou que vous me dites de courir, vous n'y arriverez jamais. La rigueur, à la fois germanique et cartésienne de Lauda se vérifie à tous les instants. Dans ses propos, bien sûr, ses attitudes, son calme, l'approche et l'exercice de son travail. Sa façon méthodique d'aborder et de résoudre les problèmes qui se posent à lui en ont fait un metteur au point de première qualité, si bien que l'on prétend que Ferrari bénéficie aujourd'hui encore du fruit de sa collaboration avec Lauda, qui a pourtant pris fin il y a 5 ans. Au point aussi qu'on a surnommé Niki le computer. Je ne crois pas que je sois un ordinateur. Je n'ai ni prise ni fusible. J'estime être un homme normal. Mais la course est un métier très difficile et il faut en premier lieu être organisé, sans quoi vous n'arriverez à rien.
Il faut travailler de façon méthodique, surtout lorsqu'il s'agit de résoudre les problèmes mécaniques et techniques de la voiture. Et à ceux qui me traitent d'ordinateur, je réponds que je ne fais que travailler logiquement. Je crois que les choses changent au fur et à mesure qu'on vieillit. On ne peut rester le même toute sa vie, car dès la naissance, on découvre constamment d'autres choses qui conditionnent l'évolution de notre vie, et c'est normal. Dans quel sens avez-vous changé? Vous semblez plus sociable. Il est difficile de juger en ce qui me concerne, parce que je me vois toujours tel que j'apparais à l'intérieur de moi-même. Il est toutefois certain qu'après m'être retiré pendant 2 ans, j'ai tout redécouvert sous un angle complètement différent. Quand à 18 ans, vous commencez à courir, seule la course existe. J'ai été comme ça pendant 10 ans. La course était ma vie et j'ai suivi ce programme sans voir autre chose. Mais lorsque vous découvrez qu'il y a autre chose, par exemple l'aviation, et que vous revenez à la course automobile, vous faites une nouvelle découverte parce que votre optique est différente. Et c'est sans doute ce qui m'a fait changer. Pensez-vous que le public, les spectateurs, les directeurs d'équipe et aussi les journalistes peuvent se faire une idée exacte de ce qui se passe effectivement dans la voiture? Je crois que vous ne pouvez vraiment vous en rendre compte que si vous pilotez vous-même. C'est impossible à expliquer, mais je peux vous dire que la force physique nécessaire au pilote en virage est telle qu'on atteint les limites de la résistance humaine. Si l'on parle de la Formule 1 actuelle, que faudrait-il modifier d'urgence sur les voitures? Tout d'abord, je crois qu'il y a un problème de pilote, parce que beaucoup d'accidents qui sont arrivés cette année sont dus à des erreurs de pilote. Et je pense que certains pilotes devraient réfléchir à ce qu'ils font et à la façon dont ils conduisent. Indépendamment de ces problèmes humains, il y a celui de la vitesse en courbe, qui est telle que l'infrastructure des circuits n'assure plus une protection efficace. Il existe 2 solutions, ralentir les voitures par le biais des règlements techniques ou modifier les circuits. Je penche pour la première solution, qui est préférable. Comme les constructeurs ne sont pas en mesure de se mettre d'accord, je pense que c'est aux pilotes à se réunir et à imposer leur solution. Ce qui sera très difficile parce que les 26 pilotes ont 26 opinions différentes. Les accidents aujourd'hui sont difficilement évitables parce que tout cela va trop vite. Et les spectateurs aussi sont en danger, car compte tenu de la vitesse, ils sont trop près de la piste. Le jour où un bolide s'envolera dans le public, il tuera beaucoup de monde. Je dis qu'il faut agir d'autant plus vite que l'on pressent que la chose va arriver. Quel genre de hobby avez-vous? Vous savez, lorsque vous participez à 16 grands prix par année et qu'entre-temps vous devez procéder à toutes sortes d'essais, avec en plus les voyages, alors mon hobby à moi c'est de me reposer, de m'entraîner et de dormir beaucoup. Les gens se demandent souvent pourquoi, après votre accident, vous n'avez pas fait de chirurgie esthétique. Pourquoi? Ai-je l'air si affreux? C'est peut-être pour entretenir une image de vous-même? Non, j'ai été bien soigné et tout a été réparé au mieux. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Si je voulais faire quelque chose, ça me ferait mal, sans garantie de réussite et ça me coûterait très cher. Alors pourquoi le ferais-je? Vous êtes un pilote exceptionnel. Pensez-vous aussi être un homme d'exception? Je ne crois pas. Je m'efforce de tirer le meilleur de moi-même, d'être un bon pilote de course, comme j'ai cherché à être un bon pilote d'aviation pendant ces 2 ans. Je veux faire les choses convenablement car je suis incapable de les faire à moitié. Non, je ne pense pas constituer une exception. Je suis un être humain, tout comme vous.